Bonjour à tous. Alors comme promis, dans mon dernier article qui s'appelait Les globalo-fascistes, et c'est une appellation que j'ai pas inventée, qui est magnifique et qui vient de mon ami François Tarrat, qui se reconnaîtra. Je trouve que ça décrit bien ce que nous vivons. Comment on peut qualifier cette caste, je l'ai dit plusieurs fois, hétéroclite, à intérêts convergents, constituée par plusieurs forces, et lobbies, et loges, et clubs, etc. Et donc il n'est pas, bien sûr, je le répète sans cesse, mais c'est difficile de faire rentrer les évidences dans certains cerveaux lobotomisés, qui n'est pas sioniste, khazar, juif, Mossad, conneries comme ça. Bon. Alors, donc j'avais promis, j'allais faire un bilan, je l'ai fait 100 fois, ça fait 3 ans que je fais les mêmes bilans, les mêmes constats sur le paysage politique du système, sur la dissidence, sur les influenceurs, sur les mouvements citoyens, et sur quelque part les perspectives de libération. Eh bien, je vais vous détailler tout ça dans l'ordre. Le paysage politique. Nous avons eu, bien sûr, on sait comment Macron a été réélu. D'abord parce que la concurrence numéro 1, Marine Le Pen, n'est qu'un leurre, outil volontaire du système. Aujourd'hui, je peux le dire, et je sais pourquoi je le dis, je peux détailler. Et deuxièmement, parce que, évidemment, le système dans son ensemble fait en sorte que Macron soit réélu, contre vents et marées. C'est extraordinaire, ce type-là, comme je l'ai dit plusieurs fois, ne dépend absolument plus de la volonté du peuple, mais dépend de s'il arrive à satisfaire ses commanditaires ou pas. Et là, depuis 2 ans, il satisfait ses commanditaires, ça ruisselle dans les cabinets de conseil, ça ruisselle chez les big pharma, les vendeurs par correspondance, les multinationales, etc. Où ces gens-là, bien sûr, quand je parle de ces gens-là, ce sont tous les corrompus, que ce soit bien sûr les docteurs, là, vous savez, les influenceurs de plateau de TV, toujours les mêmes, ils disent tous pareil, il y a toujours la même chose, et puis bien sûr les politiciens, et les Véran, etc. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec tout ça, que le peuple français, si son vote a bien été respecté, ce qui reste encore à démontrer, n'a pas compris qu'il fallait virer Macron et toute sa clique, d'accord ? Si le peuple français n'a pas compris depuis le premier jour que Macron est une fabrication, je vais même encore vous le prouver, ce type-là a 32 ans, on sait comment, on connaît son parcours avec les aides, les petits coups de pouce, les retours d'ascenseur, Patrick Brabeck, Attali, Rothschild, etc., gagnait 120 000 euros par mois à la banque Rothschild. Et encore, ça c'est l'officiel. Parce que quand on voit le dossier le principal qu'il a traité, qui était une affaire à 11 milliards, eh bien je peux vous dire que s'il a gagné que 1 million d'euros sur cette affaire, ça serait le banquier le moins bien payé du monde. Je parle de banquier d'affaires. Ça veut dire que même ça, on l'a présenté comme un génie de la finance, de la négociation. Finalement, c'est un naze. Donc je ne crois pas, moi, que ce soit un naze. Je crois qu'il a un bon compte bien rempli et que son patrimoine n'est absolument pas juste 2 fois plus que Poutou, comme on veut nous le faire croire. Bon, donc si les Français n'ont pas compris qu'il a été placé, il est donc parti de 120 000 euros par mois pour un poste au départ de conseiller à l'Élysée à 7 000 euros par mois. Qui divise par 15 son salaire ? Par patriotisme. On a vu comme il était patriote. Il déteste la France, les Français, l'histoire. Il va se faire la repentance partout. D'ailleurs là, il est en Algérie. Il est en train de demander pardon encore, je crois. Voilà. Donc, évidemment que son parcours était tracé déjà dès le premier jour. Sinon, jamais. Il serait parti de la banque Rothschild. Bon, si on ne comprend pas déjà cette évidence, ça va être dur. Donc, mais apparemment, les Français n'ont pas compris. Parce que, élection truquée ou pas, eh bien, il est passé. Bon. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que ceux qui croient encore que la libération, que la solution émanera du système des partis qui se font soi-disant la guerre et qui sont souvent des mêmes loges, parce que n'oubliez pas l'aspect franc-maçon là-dedans, quand on voit Mélenchon, c'est un des seuls à afficher clairement « je suis franc-maçon, je suis anti-christianisme, je suis anti-franc, je veux que la France soit mélangée dans cette sorte de mondialisme, bientôt transhumanisme, puisque c'est quand même la théorie de sa loge, en tout cas des francs-maçons », il le dit ouvertement. Donc je veux des immigrés, je veux des voix de binationaux, je veux mettre l'islam en tête de gondole, je veux le métissage, j'emmerde la police, j'emmerde les Français de souche, sont tous des racistes.
et j'en ai marre des blonds aux yeux bleus. Donc le mec, il le dit ouvertement, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est l'opposition. C'est la France insoumise et aujourd'hui, l'ANUS, bien sûr, pro-palestinien, anti-Israël, trois quarts antisémite, mais ça, à la rigueur, c'est un détail. L'antisémitisme, là-dedans, c'est un détail. Donc on a ça. Et d'un autre côté, on a le Rassemblement national qui, je le félicite, parce qu'il a bien progressé, tant mieux. Là, au moins, on a des gens qui sont qui sont patriotes. Parce que moi, je les critique souvent en disant qu'ils gagneront jamais. Mais en revanche, je suis, en tout cas sur EJL, sur une ligne très proche du Front National. Donc, j'ai pas de problème politique avec ça. Je parle que cette formation telle qu'elle est constituée, avec ses impératifs de gestion de boutique, de dettes à étaler, à négocier, d'affaires, juste un petit détail. Marine Le Pen, en 2017, a été convoquée pour ses emplois fictifs à l'Union européenne. Elle a dit non, j'y vais pas. Ils n'ont pas insisté, les mecs. Par contre, Fillon, ils l'ont massacré. Donc, évidemment que elle a joué l'opposante, et dans le débat, quand on voit qu'elle n'a ni parlé de la Covid, ni de McKinsey, ni de rien, elle n'a pas attaqué sur le mondialisme, etc., on voit bien que bon, soit elle est nulle, je le dis gentiment, soit il fallait qu'elle joue l'opposante, mais bon, ça va, ça lui suffisait, elle a fait 44, 43, je sais plus combien, ses dettes sont payées, son affaire judiciaire est étouffée complètement, voilà, ok, l'important, c'est la boutique, voilà, c'est l'affaire familiale, la PME familiale, et les gens croient encore à ça. Je parle pour gagner, je parle pas pour avoir des députés. Donc ça, c'est vraiment pitoyable. Alors bien sûr, nous avons eu le mirage Zemmour. Le mirage Zemmour, je crois que j'en ai assez parlé. Moi, Zemmour, au tout début, j'ai cru qu'il pouvait avoir une chance, mais j'étais déjà sceptique. Ceux qui m'ont suivi, 3 ou 4 toujours, ils savent que dès le mois d'octobre, j'avais fait un face-cam, j'avais dit Zemmour a une chance peut-être de sauver la France, mais j'ai bien peur qu'il la gâche à cause de ça et ça. J'avais annoncé la couleur, et il a fait quoi? Il a fait ça et ça. Voilà. Donc, je sais pas s'il sait s'aborder, c'est pas impossible, maintenant je doute de tout, je vous dis franchement. Je sais pas s'il a fait exprès, s'il sait s'aborder. Je ne sais pas si son équipe a été infiltrée par des très très mauvais conseillers. En fait, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il n'a pas du tout assumé son côté « je ne suis pas un politicien ». Il a construit un parti pyramidal avec un programme basique qui ne changeait rien à la République. Et comme je l'avais déjà annoncé, étant un amoureux de la Ve République, il ne changeait rien, évidemment. Il se prenait pour De Gaulle. Bon. Donc, ni la justice, ni rien. Bon. Donc, c'était un leurre, malheureusement. Moi, je suis adhérent pionnier, Reconquête. Vous le savez, j'en parle tous les jours, parce que c'est vrai que ça m'a saoulé de me dire comment ce type-là a pu, dans sa communication, dire oui, il y a 500 contributeurs pour le programme, on a interrogé tout le monde, et le seul mec qui était là depuis 2017, bien avant qu'il pense lui-même à se présenter, qui était là avant les Gilets jaunes, qui a fait des analyses, qui a posé des programmes, etc. Bon, après, qui a été bien sûr ostracisé, parce qu'évidemment c'est dangereux. C'est plus dangereux un type comme moi avec EJL, avec une proposition concrète, si on lui donne de la lumière, qu'un influenceur à 2 balles ou qu'un gilet jaune qui va dire le peuple par le peuple, la constituante, le RIC, ça c'est pas dangereux, l'État rigole. Donc moi j'étais dangereux pour tout le monde, même si personne ne me connaît et qu'on me prend pour un mytho, puisque je cassais bien sûr le monde politique dans son ensemble, je détruis, comme je fais tous les jours en rigolant, sans audience mais en rigolant, moi ça m'amuse, au moins je rigole, je veux dire franchement. Donc tous les petits influenceurs à 2 balles, à tendance antisémite, tous certains gilets jaunes qui sont devenus chroniqueurs, qui s'en foutent complètement de leurs anciens collègues sur les ronds-points. Là. Maintenant ils sont chroniqueurs, l'autre il travaille dans un parti, l'autre ci, l'autre là. Les gens ne voient pas, c'est dommage, pourtant c'est évident. Donc évidemment que c'est quand même bizarre que Éric Zemmour, malgré mes appels qui sont passés en direct par des personnes interposées, même des gens autour de lui qui me connaissaient, mais eux, ils ont dit du mal de moi parce qu'ils voulaient garder leur petit précaré. C'est toujours comme ça. Vous savez, dans la politique, c'est comme dans les boîtes, c'est comme dans les boîtes privées. Il y a l'espèce de petite équipe autour du PDG. Moi, j'ai été très proche, donc je sais de quoi je parle. Et donc, ils veulent tous garder leur proximité avec le patron. Et s'il y a un type venu d'ailleurs qui amène des bonnes idées, non, surtout pas. Ou il faut le bloquer, ou alors on prend ses idées, on dit, bah voilà, regardez, patron, j'ai trouvé ça. Voilà où on en est. Et donc, j'ai subi ça. Je peux le prouver, bien sûr. Donc, quand je vois ça, je me dis, soit Zemmour est beaucoup moins intelligent que je le pensais, c'est-à-dire qu'il est resté dans son truc, l'islam, le machin et tout, sans du tout comprendre la démographie, sans du tout comprendre ce qu'attendaient par exemple les gilets jaunes, certains gilets jaunes, sans comprendre ce qui s'était passé pendant 5 ans, et que oui, la Ve République en l'état n'est plus adaptée parce que c'est une escroquerie. Bon, quand on vient, je suis pas politicien, et je présente un programme où je ne change rien à la République, à la Constitution, c'est une escroquerie, voilà. Donc, c'est pas un escroc dans le premier sens du terme, mais c'est soit un incompétent, je le dis franchement, soit il a été très très mal conseillé et enfermé dans son petit microcosme parisien, entouré d'énarques et de Sciences Po et de gens soi-disant compétents qui l'ont amené droit dans le mur. Et le pire, comme je l'avais prévu, j'avais dit, tous ces petits conseillers là,
qui sont tout contents au début, ils étaient grisés, 100 000 adhérents, on voyait Zemmour partout, ils pensaient qu'ils allaient faire un massacre. Donc ils pensaient déjà à des investitures, on va être députés et tout. Et quand ils ont vu que tout s'est écroulé, eh bien certains lui crachent à la gueule. On appelle ça cracher dans la soupe. Une fois qu'il n'y a plus rien à manger, on part ailleurs et on dit ouais finalement Zemmour, machin et tout. Moi j'ai pas craché dans la soupe, d'abord j'en ai jamais mangé, mais moi j'ai annoncé au début, pendant et après. Je vous mettrai en pièce jointe mon résumé là qui s'appelle le fiasco de la reconquête. Personne ne peut répondre à mes arguments. Surtout que moi je les ai dit pas après la guerre, avant la guerre. Bon. Donc tout ça pour vous dire que si vous croyez encore que la solution viendra du système politique et de tous ces partis qui sont ou consanguins, ou incompétents, ou complètement ou mal dirigés, ou sans idée, ben vous êtes franchement désespérant. Je crois que maintenant il faudrait quand même ouvrir les yeux. Ensuite vous avez les mouvements citoyens. Alors les mouvements citoyens, moi je les connais tous, évidemment. J'ai discuté, j'ai même travaillé avec beaucoup. Et j'ai vu, vous savez, j'ai beaucoup d'ennemis, donc je m'en fous de me faire des ennemis. Je dis toujours la vérité, ce que je pense, et ce que j'ai pu constater, et surtout, j'ai des preuves. J'ai vu la nullité. J'ai vu la nullité en barre, et pourquoi la nullité ? C'est pas de leur faute. Parce que tous ces gens, avant les Gilets jaunes, avant les manifestations, et donc l'État, pour faire un petit peu illusion, il fallait qu'il trouve des représentants, des porte-paroles. Donc, les mecs se sont proclamés ou autoproclamés, etc. L'autre, il descendait du camion. L'autre, il était avocat raté. Il a dit, bah tiens, je suis l'avocat des Gilets jaunes. Je parle de Boulot. Ouais, Boulot, François Boulot. Cauchy, on ne sait pas d'où il sortait. Bah, c'est devenu une tête d'affiche des Gilets jaunes. Rodriguez. Voilà, Rodriguez, d'accord. Et le pauvre, il a perdu un œil. Bravo. Enfin, à part ça, Rodriguez, c'est le vide sidéral. C'est de la France insoumise en version de la rue. En plusieurs mots. Ensuite, il y a eu Chalençon. Ouais, Chalençon, j'ai bossé avec lui pour savoir que c'était un taré. J'ai entendu dire qu'il parlait encore de moi aujourd'hui. Il me traite de sioniste. Il a dit, ouais, Walter Boujna, c'est un sioniste. Ah, vous avez compris, on a tout dit. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire dans sa tête de malade. Et après, il avait même dit qu'il m'avait viré du CNL. Alors, c'est moi qui l'ai créé, le CNL. C'est incroyable. C'est moi qui suis parti. Donc, la dissidence citoyenne est nulle, puisqu'ils n'ont jamais de programme cohérent. Ils ont 3 incantations. On a des idéologues. Étienne Chouard, ouais. La constituante, le peuple va écrire sa constitution, des conneries comme ça. Les riches sont méchants, les pauvres sont gentils. Bon, des trucs infinançables, le RIC. Ils n'ont pas compris que le RIC, je le dis 100 fois depuis le premier jour, c'est un... Ah oui, même pas pour ça. C'est un gadget, le RIC. C'est rien, le RIC. C'est des cacahuètes. Il faut être plus ambitieux. Bon, bref, je ne vais pas m'énerver tout seul. Donc, la dissidence, mouvement citoyen, c'est mort. Parce que le seul mouvement citoyen qui avait ce mixte extraordinaire, j'ose le dire, entre un parti politique organisé, c'est-à-dire pas un parti dans l'organisation, mais dans le programme, dans les axes, des analyses, une valise d'argumentaire, une armoire d'argumentaire, chaque sujet, chaque mesure, chaque analyse est derrière confirmée, détaillée, prouvée par des tonnes d'articles, je sais plus que des millions de tweets qui ont été tous effacés. Évidemment, 41 comptes Twitter effacés. Il faut quand même le faire. Hein. Un mec qui sait pas et qui arrive, là, un martien, il dit « T'es qui toi, Walter Boujna ?» Quoi, suspendu 41 fois sur Twitter, sur ton nom, avec ta photo et ton mouvement. Mais t'as prôné la révolution, t'as fait des attentats, qu'est-ce que t'as fait? Tout le monde te connaît, t'as appelé la révolution à la télé? Non, rien du tout, personne ne me connaît, mais ils m'aiment pas. Alors pourquoi ils m'aiment pas? Moi, je ne fais pas d'appel à la haine, je ne fais pas des trucs de folie. Hein. Ils m'aiment pas parce que JL avait un potentiel extraordinaire et que les gens intelligents, hein, parce qu'il y a des gens intelligents hein, qui organisent les censures, etc., ils savaient que le potentiel était d'enfer pour eux. Et donc ils ont dit, celui-là, avant qu'il ait une demi-visibilité, on va le rendre invisible toute sa vie. Et il va se fatiguer. Et à la fin, il va partir en dépression. Eh bien non, les gars, je suis pas en dépression parce que moi j'ai de l'humour, j'en ai rien à foutre, je vous emmerde, je parle à la censure. Je suis toujours là, je parle seul et je parlerai seul jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que les gens y comprennent et qu'il y ait quelqu'un qui a un peu de moyens de donner de la visibilité, qui écoute ce que je dis, qui voit 2-3 articles, qui dit, mais comment se fait-il que ce mec, tout le monde le bloque ? Tout le monde me bloque parce que je défonce tout le monde. Parce qu'il n'y a pas d'argument contre Walter Boujna, quel que soit le sujet. Non, pas exagérer. Sur les sujets que je maîtrise. Non, tous, même les durs de durs, les Chalençon, ouais, machin, forgeron, ils bloquent parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils me bloquent partout, ils m'insultent par derrière. Les Abdel Zahiri, les Jim Leveilleur, enfin, vous ne les connaissez pas, c'est des inconnus. Même à l'époque, le Jean Messia, pendant un mois, il me fait la cour pour que j'aille au RN. Quand je lui dis, Jean, arrête, stop, je ne veux pas aller au RN. Moi, je m'appelle Stop Politicien, je m'appelle pas RN. Eh bien, le lendemain, le hasard,
ça, on balance mon nom qui était inconnu jusqu'alors, et alors là, déchaînement total, le mec en plus il nous énerve, il mouche tout le monde, il rigole tellement il maîtrise le truc par rapport à ces tocards qui se soi-disant des porte-parole, et en plus il s'appelle Boujna. Là c'était trop, donc ça a été l'explosion. Bon, blague à part, donc je vous le dis, et vraiment je vous l'assure, croyez-moi, je les connais tous. Tous ces mouvements dissidents citoyens n'ont absolument aucune chance. Si EGL n'est pas arrivé à percer avec tout ce qu'il y a derrière, allez juste voir sur le site, vous allez comprendre, puisqu'il y a des dates, c'est extraordinaire, eh bien vous comprendrez que les gens sont formatés au vu à la télé, aux médiatiques que le système leur vend et leur met en avant. Ces mêmes gens qui vous diront « Moi, je suis un rebelle, j'ai plus confiance dans les médias. » Pour quand tu regardes que les mecs qui passent dans les médias, va te soigner, quoi. J'ai plus confiance dans les politiciens. Pourtant, tu ne votes que pour des politiciens professionnels, énarques, francs-maçons, c'est pas mal déjà, ou Sciences Po, ou des types qui vivent du système depuis 40 ans. Va te soigner, rebelle de sondage. Alors évidemment, quand je leur dis ça, les mecs, il dit, mais pour qui se prend celui-là? Il se prend pour un psychologue. Eh ben oui, monsieur, là, je suis devenu psychologue. Ça fait déjà 2 ans que je fais plus de politique. Tout est écrit, tout est basé. Dès qu'on m'attaque sur la politique, j'ai les armes. Mais personne m'attaque sur la politique, puisqu'il faut attaquer sur la personne quand on n'a pas d'argument. Il faut attaquer, il s'appelle Boujna, il est sioniste, il est khazar, ou je sais pas quoi, il est payé par Macron, on m'a même dit ça. Mais les gars, je parle à tous ces gens, allez vous soigner. Venez m'attaquer sur les arguments, sur la force du programme EGL, sur la force du volet démocratie, du volet justice, qui personne n'a pu faire ses constats et proposer du concret. Parce que vos idoles, là je change de sujet, les influenceurs à 2 balles que j'ai dégommés, les Soral, les Hilar, Indy, enfin tous ces tocards, ils ont quoi pour la libération? Ils s'en foutent de la libération, de rien du tout. Ils sont là pour vendre des bouquins et passer pour des intellos, le Youssef Indy, mais allez lui demander son vrai CV, on va dire, universitaire. Vous allez rigoler entre ce qu'il annonce et ce qu'il a eu réellement. Même les diplômes sont faux. Tout est fake. Il écrit des bouquins qui sont un ramassis de conneries, des romans pour les enfants, pas des romans, des bandes dessinées, on peut même dire. Tout est eschatologique. Tout, c'est les juifs, c'est le messianisme. Je lui dis, mais franchement, Youssef Indy, je t'ai déjà démonté sur 4 vidéos, mais le jour où tu accepteras enfin le débat contre un inconnu qui montrera ton courage, tu vas te faire déchiqueter, mon petit Youssef Indy. Comme ton cousin Zahiri, comme ton complice, le veilleur, comme Soral si je l'avais en face. Il pourra toujours venir essayer de me mettre une tannée, comme il a fait à, je sais plus comment il s'appelle, Conversano. Mais tous ces gens sont des pleutres, des piètres, des mièvres. Ça veut un peu tout dire, mais rien dire. Donc, pour vous dire tout ça, il n'y a pas de solution. Voilà. Il n'y a pas de solution dans le casting, ni politicien, ni citoyen. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne va pas se laisser mettre en esclavage comme ça. On ne va pas se laisser encore picouser. On ne va pas se laisser encore diriger par des psychopathes. Des gens qui sont capables de nous emmener dans une guerre pour ménager, pour garder leur position. On ne va pas faire ça. On ne va pas suivre le transhumanisme. On ne va pas continuer à nous faire la promotion de l'homosexualité, la promotion du transgenre, la théorie du genre, le planning familial qui nous dit que nous, on sait que l'homme peut être enceint. Mais c'est quoi ce pays de dingue? C'est quoi c'est même pas le pays, c'est quoi cette idéologie de folie furieuse dirigée par des vieux croutons psychopathes en fin de vie, à moitié pédophiles? Jusqu'à quand on va attendre une solution du système alors que ce sont 90% des corrompus, des francs-maçons, des énarques qui se connaissent tous? Philippot, vous voulez que je vous parle de Philippot? Il est énarque, il est dans le lobby homosexuel aussi. Ils se connaissent tous, ils dînent ensemble, ils s'embrassent sur la bouche par derrière. Et vous dites, ah oui, Philippot, anti-vax, très bien. Mais qu'est-ce qu'il vaut, Philippot? Qu'est-ce qu'il vaut dans le système depuis 15 ans? Il était au RN, il a fait sa petite boutique, il avait 2000 adhérents, le pauvre Philippot, avant que, heureusement, il y a eu la Covid. Ah, je vais me mettre dans les anti-vax, je vais me faire des clients. Qu'est-ce qu'il a fait, Philippot? Qu'est-ce qu'il a fait? 1%, je crois, aux élections. Donc, arrêtez de croire à tout ça. Il faut vraiment autre chose. Moi, quand je suis arrivé en 2017, j'étais naïf. Quand je parlais d'autre chose, moi je parlais pas d'une révolution ou quoi. Moi j'ai dit, il faut un mouvement qui est structuré autour d'un programme cohérent, budgété, avec des axes qui répondent à chaque aberration que ressentent les Français. Ça a été construit comme ça, le programme. Allez voir, ça s'appelle Démarche et Postulat, enfin un truc comme ça sur le site. Et on pourra lutter non seulement contre les espèces de politiciens à 2 balles, qui parlent en incantation, en trucs abstraits, on va leur amener du concret dans la gueule, et on va leur mettre surtout, leur bilan. Le bilan des énarques. Qu'ont fait ces énarques de la France depuis 40 ans? Voilà.
Là, il y a un bilan. Et en face, on aurait eu des gens qui sont donc issus du peuple. Alors ça ne veut pas dire, c'est pas la glorification de la médiocrité, c'est du peuple sur des gens normaux, quoi, c'est ça que je veux dire. Des gens qui ne sont pas payés par le système, des gens qui sont faits d'un autre bois, des gens qui ont chacun leurs compétences, leur parcours de vie, qui ont connu les gens d'en bas, qui connaissent aussi les gens d'en haut, mais qui sont tenus par rien. Et avec une équipe hétéroclite comme ça de citoyens motivés, un peu dans mon style, mais plus intello que moi, hein. Moi je suis un sauvage, pas intello, mais plus spécialiste, parce que moi je suis spécialiste de rien, je suis un généraliste. Bon voilà, on serait arrivé avec une proposition concrète qui aurait parlé aux Français, on aurait monté un mouvement qui aurait été bien plus puissant que tous les petits mouvements dispatchés qu'il y a là, et même que les partis politiques, et là on pouvait faire quelque chose. J'avais sous-estimé, premièrement, la force du système qui peut rendre invisible complètement une initiative pourtant saine, déclarée, un numéro d'association, un type qui est pas, je suis pas un terroriste. Hein. Donc on m'a rendu invisible par toutes sortes de méthodes. Bien sûr la suspension, toujours sur dénonciation et sur signalement en meute de tous les tocards que j'ai démontés, parce que le problème quand vous voulez casser le système, vous êtes obligé de casser les idoles, de voir qu'il y a des gens qui suivent des idoles qui n'en sont pas, et qui sont soit corrompus, soit des commerçants. Donc quand vous cassez tout le monde avec des éléments, hein, vous montrez que vous pouvez être dangereux sur la logique, parce que là-dessus je crois que personne ne peut me prendre sur la logique. Eh bien qu'est-ce qui se passe ? Tous les petits fans, les petits moutons lobotomisés, fans de celui-là ou de celui-là ou de celui-là ou de celui-là, ils viennent vous signaler, parce qu'ils disent « Oh là là, c'est qui celui-là ? Il a égratigné notre idole, donc on va le faire partir, le faire disparaître. » Et quand vous êtes comme moi, que vous osez vous attaquer à tout le monde, même les Soral, et même les islamos, et même tout ce qu'on veut, parce que moi je suis français, et là je fais une petite parenthèse, je m'appelle Bougelin, mais je suis plus français que tous les Dupont que j'ai vu passer, ou tous les noms vraiment français, d'accord ? Parce que moi je suis arrogant, je suis courageux, j'ai peur de personne et je suis chauvin. Et je suis, on va dire, patriote, on peut le dire quand même. Ça, c'est être français, hein, c'est pas s'appeler simplement Dupont. Donc, eh bien, toutes ces meutes se sont acharnées sur moi pour qu'il n'y ait plus de possibilité de s'exprimer pour Eugiel. Et comme moi, j'ai pas d'armée derrière moi, je venais tout seul tel Don Quichotte, et bien évidemment, voilà pourquoi vous connaissez pas Eugiel. Bon, ceci étant dit, donc je reviens à mon truc. Donc Eugiel, c'est mort. Il faut quand même dire la vérité. Eugiel, c'est comme si j'étais un boxeur qui n'a jamais perdu un combat, mais qui pourtant n'a jamais eu de combat justement officiel. Hein, voilà, je me bats dans les tribunes, moi. Donc, il faut penser à autre chose. Et l'autre chose, donc c'est pas ça, c'est pas un parti citoyen, c'est pas comme je l'avais imaginé, parce que la deuxième erreur que j'ai faite, c'est de surestimer la motivation. La hargne des gens, des rebelles. De la majorité silencieuse, hein, pas des rebelles qui veulent tout casser. Ces gens-là, qui sont tous venus, enfin beaucoup sont venus chez Eugiel au début, et puis après ils se sont liquéfiés parce qu'ils n'avaient pas la résistance. Comprenez, c'est un travail de fond, c'est un marathon le truc. C'est pas un sprint. D'accord ? Les gens qui croyaient qu'ils allaient arriver dans un mouvement, c'est bon, on nous voit partout, on passe à la télé, mais pas du tout. Il faut se battre, comme disait William Wallace, il faut se battre. Donc, quand j'ai compris que personne n'était capable de se battre, même en virtuel, sur des réseaux, même juste pour diffuser, etc., je vous mettrai un petit communiqué, un petit questionnaire que j'ai fait hier, eh bien j'ai compris que c'était mort. Bon. En parallèle, vous savez que moi j'ai toujours plusieurs, je mets jamais mes œufs dans le même panier. La preuve, c'est que j'ai essayé de m'allier avec beaucoup de choses, hein, beaucoup de mouvements, etc. À chaque fois, ça ne marchait pas. Mais au moins, j'ai essayé. Eh bien, en parallèle, j'étais évidemment sur un autre plan. Un plan qui n'est pas politique. On va dire un projet qui n'est pas politique. Et ce projet qui n'est pas politique, en fait, ça veut dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, et je peux le démontrer devant n'importe qui, la solution ne sera pas politique. Donc ni Eugiel évidemment, ni les mouvements citoyens, ni les partis politiques du système, ni. Donc, la solution viendra d'ailleurs, et j'en ai déjà, hein, j'ai de la ressource, hein, j'en ai déjà les contours. Mais ça, je vous le ferai découvrir petit à petit dans l'opus numéro 2, la suite. À bientôt.